vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture pour tout ce que j'ai lu au mois d'août. Ça fait bien longtemps je trouve qu'on ne s'est pas retrouvé au niveau d'un bilan, parce qu'en général j'intercalais mes lectures que j'avais suivies au niveau de plusieurs vlogs, ou au niveau de plusieurs petits chit-chats comme ça. Donc un bilan parce que là finalement je ne pense pas que vous en ayez parlé de tout ce que j'ai lu au mois d'août. Je me rends compte que j'ai du retard au niveau de certaines lectures de juillet, notamment audio, dont je ne pense pas vous avoir parlé. Et en même temps, je pense que je vais me rapprocher doucement du micro parce que je trouve que la qualité était pas tip top au niveau des dernières vidéos. Et je ne sais pas si c'est du fait que je parle trop loin, même si d'habitude je suis à peu près à cette distance-là et je trouve que la qualité du son a été dégradée alors que j'ai pas bougé. Je vais donc essayer de me rapprocher et j'espère que le son ne sera pas calamiteux, mais il est prévu. Je vous en ai parlé dans un prochain vlog que vous n'aurez pas vu au niveau de cette vidéo quand elle sera sortie. Mais il est donc prévu que je change de micro. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de modèle qui me sied en particulier. Et mon budget n'a pas trouvé de modèle qui lui convient non plus, il est vrai. Donc pour le moment, Monsieur Micro reste ici, mais j'espère qu'il donc n'aura pas un son trop pourri. Commençons par les oublis de juillet, parce que je me rends compte que je ne vous ai pas parlé d'une lecture audio qui pourtant était vraiment chouette, qui était le deuxième tome de la saga des vignes, avec ici le deuxième tome, Les vignes de Sarah. Et j'aime toujours autant. J'ai déjà le troisième tome dans ma bibliothèque audible, parce que comme je vous dis, j'avais adoré le premier tome l'an passé. Là, le deuxième tome, je le trouvais super chouette aussi. Il n'est pas dans la hauteur, on va dire, du premier tome de la découverte, mais il est vraiment très chouette et il me donne déjà envie de lire le tome 3, que j'ai donc déjà récupéré dans ma bibliothèque audio. Et le deuxième tome était donc pas aussi bien que le premier, parce qu'il y a des moments où ça tournait un peu trop autour de la romance à mon goût. Et j'avais peur justement de perdre mon engouement parce que je me suis dit non, mais là, si ça tourne trop romantique, ça va me casser les pieds. Le côté historique, le côté intéressant sur les vignes qui, moi, j'aime bien. Et on est reparti dessus, heureusement. Pour vous donner un résumé, mais du premier tome, pour pas vous spoiler ce qui se passe dans celui-ci, parce que c'est la suite donc directe, on suit deux sœurs qui vont devoir fuir de France pour se rendre aux États-Unis après un terrible accident dont elles ne sont pas coupables, mais qui va leur porter fort préjudice. Elles fuient donc aux États-Unis et le rêve de l'une d'elles, c'est d'avoir son propre vignoble parce qu'elle est fille de vigneron et elle a ça dans le sang. Elle sait tailler la vigne, elle sait reconnaître les maladies, les bons crus, elle sait quand il faut vendanger, comment faire les associations pour avoir un bon cru plus ou moins fort, léger, rosé. Bref, elle a ça dans le sang. Et le problème, c'est que la fuite aux États-Unis va compromettre ses rêves, sauf si ses pas l'amènent dans la vallée de Napa, en Californie, qui est fortement réputée pour ses bons vignobles. Et, comme je vous dis, il y a un côté romance derrière, parce que, évidemment, qu'il va y avoir un vigneron, par exemple, qui va l'intéresser fortement. Et ça va découler donc au niveau du tome 2, où il y a des nouveaux personnages qui vont intervenir, mais où eux aussi il va y avoir quelque chose d'assez romantique entre les nouveaux personnages. C'est intéressant parce que comme je vous dis, moi il y a tout ce côté historique dans les années 1800 si je ne me trompe pas, avec donc les prémices des changements, avec justement le début de l'émancipation des femmes, avec le nouveau personnage qui est une femme qui était sage-femme et qui veut devenir chirurgienne, alors que la médecine est réservée aux hommes, bien sûr. On les tolère en tant que sage-femme parce que bon, elles savent quand même à peu près mettre un gamin au monde, donc elles peuvent peut-être s'occuper à peu près des femmes, mais le reste, non, que les hommes, bien sûr. Donc une femme vigneron et une femme chirurgien, dans un monde d'hommes, oh là là. Bref, très chouette, très intéressant. Moi, j'ai passé un excellent moment de lecture, malgré le côté un petit peu trop je tourne autour de la romance, qui n'était pas ma tasse de thé, mais qui finalement a continué à se fondre dans le décor pour rebasculer sur de l'historique. Et là, moi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'ai donc hâte de pouvoir découvrir le tome 3. Je ne sais pas si je vais le découvrir d'ici la fin de l'année, mais en tout cas, il attend pour le moment bien sagement dans ma bibliothèque audible, et c'est sûr que j'irai vers lui pour pouvoir terminer cette saga.
En audio, j'ai également terminé Witch and God, le deuxième tome de la saga Les Dieux du Temps. Je l'ai enfin fini depuis le temps, pareil qu'il était dans ma palle celui-ci. Alors je ne l'ai pas terminé à temps pour l'un de mes challenges, mais qu'importe, je l'avais déjà bien entamé. Et lui, j'ai eu un petit peu plus de mal à rentrer dans l'histoire que dans les précédents Witch and God, parce que je trouvais que c'était un petit peu lent à se mettre en place, un petit peu, ça tournait un peu trop autour du pot, ça allait pas direct dans le vif du sujet, ça avait beaucoup de personnages autour de leurs états d'âme, autour de leur tristesse, de leur envie, de leur déception, et ça allait pas assez dans le punchy, dans le côté presque guerre, parce qu'on est vraiment aux prémices d'une nouvelle guerre à l'intérieur de ce tome 6, sans vouloir vous spoiler. On est toujours avec ce mix entre les sorcières et les dieux de l'Olympe, même si là on va suivre une Pity, qui n'est donc pas un dieu à part entière, parce qu'il est quand même déifié, mais c'est pas un dieu de l'Olympe, quoi. C'est un personnage qui voit l'avenir et qui a vu l'avenir se détruire lorsqu'une sorcière arriverait dans sa ville. Or, la sorcière Panthéa, au vu de la fin du premier tome de Witch and God, les dieux du temps, a décidé de demander un oracle à la Pity pour connaître un peu mieux certes son destin, mais également celui de son ami Pasiphae, qui ne va pas bien depuis la fin du tome 1, et nous en tant que lecteurs on sait pourquoi, mais ses amies elles ne le savent pas parce que Pasiphae n'a rien dit. Et on va donc suivre ce duo entre Panthéa et la Pity, Aristée, mais c'était pas mon, on va dire, couple préféré. Je n'ai pas supporté du tout Aristée, qui est une tête à claque sans nom, imbu de lui-même, même si c'est expliqué, oui, par diverses choses au niveau du bouquin, mais je ne le supportais pas. Je préférais largement son frère le centaure, qui était beaucoup plus sympathique. Et il y a toujours donc une embrouille avec ces fameux dieux du temps, et un épilogue qui envoie sur vraiment le chapitre final ultime, qui va être très certainement badass et empli de choses qui vont très certainement briser notre cœur de lecteur, parce qu'elle ne nous épargne absolument pas, l'autrice. Autant dans la première saga, ça allait, autant dans Les Dieux du Temps, que ce soit premier et deuxième tome, elle ne nous épargne pas et ses personnages non plus. Donc je pense que le troisième tome va être déchirant, mais j'ai déjà envie, franchement, de le découvrir, parce que même si j'ai mis du temps à m'acclimater, une fois que je suis rentrée dans les péripéties, ça allait beaucoup mieux. Et il y en a eu des péripéties, honnêtement, là je suis très curieuse, franchement, de découvrir ce que l'autrice va nous réserver pour le troisième tome, parce que même s'il n'est pas encore terminé d'être écrit, et qu'elle prend son temps parce que justement elle veut être à la hauteur de nos espérances, je lui laisse tout le temps qu'elle veut, parce que je sens que ça va être épique. Et racontez-moi tout au niveau des commentaires. Est-ce que vous avez lu aussi, vous, Witch and God, première ou second cycle? Et qu'est-ce que vous avez aimé ou non? Racontez-moi tout. Je pense qu'on en a terminé avec les livres audio. Je bascule dans du thriller maintenant, parce que j'avais emprunté à la médiathèque La Conjuration de Dante, dont je vous mettrai la couverture par ici, parce que je l'ai rendue entre-temps à la médiathèque. Et j'étais fascinée par cette couverture, par ce cerveau humain, par cette promesse de l'enfer de Dante. Il y a bien l'enfer de Dante à l'intérieur, sous divers aspects que je ne peux pas vous dévoiler, à part que les meurtriers slash pilleurs de tombes, j'ai envie de dire, ont décidé de dérober les cerveaux des plus grands scientifiques de nos époques. Et ça va mener les inspecteurs à la recherche d'une espèce de secte ou quelque chose d'assez occulte à travers toute l'Europe, pour retrouver justement ces fameux cerveaux dérobés et ce à quoi ils vont servir. Et contre toute attente, c'est un tome 2. D'où que ça m'énerve, ça, dans les thrillers, de tomber sur un tome X ou Y et que c'est pas le premier. Donc zut, il me manquait des éléments, bien évidemment, que je n'avais pas. Bon, ça ne l'a pas fait spécialement, certes peut-être parce qu'il me manquait les éléments du tome 1, mais également parce que c'était très long à se mettre en place. Assez complexe, parce qu'il va chercher beaucoup d'informations, tant au niveau scientifique, historique, un peu métaphysique, très intéressant, mais trop long, et parfois un peu trop lourd. Ça s'étendait dans la longueur et ça empêchait la progression de l'enquête, et c'était fort dommage.
Et comme c'était un tome 2, et avec quelques éléments en plus, je pense que la compréhension aurait été plus sympathique et peut-être aurait aidé un peu mieux à la délectation de ce roman. Mais ouais, j'étais un peu déçue, peut-être parce que j'en attendais beaucoup, parce qu'il y avait eu beaucoup de médiatisation autour de ce titre. Peut-être que moi-même, je me faisais des films, des illusions avec cet enfer de Dante un peu revisité. Les idées sont très chouettes, par contre, ça, je le maintiens. Mais, ouais, non, non, non. C'était pas plat, c'était un peu longué, je trouve. Dommage. Et donc, un tome 2. Mettez le numéro des tomes, ne serait-ce que sur les tranches, par pitié, parce que très lourd, hein. Franchement, c'est de plus en plus quand on prend un thriller et qu'il n'y a rien de marqué. Si c'est comme moi une découverte de l'auteur, à aucun moment j'ai l'information comme quoi c'était au milieu de la saga. Fort dommage, mais donc ça ne l'a pas fait. Un autre thriller, et là c'était aux éditions Sonatine. Et d'habitude, j'aime beaucoup les éditions Sonatine et ce qu'ils font. Et là, ah, gros bide. Ça l'a pas fait. Non, alors peut-être parce que j'étais dans ma période, les lectures sont compliquées. C'était un tome 1, pourtant un tome unique, donc là j'avais vraiment toutes les informations d'un coup, avec un résumé qui paraissait prometteur, psychologique à souhait, avec une jeune fille qui s'est faite malheureusement violer et qui doit dévoiler un petit peu ce qui s'est passé à son psy pour pouvoir essayer de recoller un peu les morceaux, de savoir ce qui s'est réellement passé et de trouver des indices non matériels parce que les indices matériels n'ont pas permis de retrouver le ou les coupables. Et donc, avec son témoignage, ça pourrait permettre de recoller un peu les morceaux et de pouvoir faire avancer l'enquête parce que cette gamine, elle est complètement détruite psychologiquement et il y a des secrets qui pourraient être dévoilés lorsqu'elle va se confier. Et donc ça, outre le viol que c'est quand même compliqué de lire parce qu'en plus il y a moult détails, l'autrice a décidé de torturer tant le personnage que le lecteur. Donc soyez accrochés, si jamais vous aimez pas, sachez qu'elle détaille pas mal de choses. Et c'est excessivement long. Là aussi, pas trop de longueur et l'originalité du livre où c'était le psy qui parlait et qui nous mettait en scène de son point de vue à lui, donc de personne qui n'a pas assisté et qui a reçu plusieurs personnes en tant que témoins, en plus de la jeune fille, c'était super original parce qu'on glisse son point de vue au milieu de ceux des autres personnages. Et c'est là que j'ai trouvé qu'il y avait un problème, c'est que au début, on se doute que c'est le psy, mais aucun moment c'est réellement dévoilé avant le chapitre, on va dire, 10, où il dit c'est moi le psy et c'est moi qui vous parle depuis le début. Pourquoi pas? C'est spécial, on peut le deviner, mais c'est un peu confus aussi. Et le fait que justement il y ait son point de vue semi-dévoilé avant le chapitre 10 et qui est celui de tous les autres personnages, tant les parents que les amis, que la jeune fille, que les profs, que X ou Y personnes, tout arrive en fouillis à l'intérieur, sans réelle distinction de qui parle vraiment. C'est le bordel, j'ai envie de dire, en mots crus. Ça l'a pas fait parce que c'est très long, c'est très confus, c'est très fouillis. Et au final, ouais, c'est psychologique, mais pas plus que ça non plus finalement. Ils appuient à fond sur la psychologie. Et au final, je l'ai un peu trouvé ennuyeux. Ouais, ouais. Dommage, j'adore Sonatine. Et là, ils vont sortir un nouveau roman qui a l'air incroyable. Mais là, celui-ci, c'était pas incroyable du tout. Non, ça l'a pas fait. Alors certes, il est arrivé pendant la période, comme je vous dis, où c'était compliqué pour moi de lire. Mais là, je pense que même en dehors de cette période où je lis, on va dire, normalement, je pense que j'aurais pas adhéré plus que ça non plus parce que beaucoup trop d'éléments qui ne vont pas. Dommage, fort dommage, mais tant pis. On passe à un autre. On passe maintenant au SP parce que j'en ai lu plusieurs. J'ai lu notamment Kings, donc je remercie l'auteur de me l'avoir envoyé et ça change beaucoup du premier roman qu'il m'avait envoyé qui était un thriller.
Là, on est dans un plutôt historique slash musical, parce que le King, c'est Elvis Presley, bien sûr. Mais on va plutôt se concentrer sur son frère caché, plutôt que sur le King en lui-même, même s'il est archi présent. Le King a donc un frère caché, un jumeau presque. Ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas du même sang, mais ils ont quelques heures d'écart, et comme ils sont voisins, ils ont été élevés comme des frères, comme des jumeaux, comme s'ils étaient de la même famille finalement. Et on suit donc principalement Eugène, qui grandit un peu quand même dans l'ombre du King, parce qu'il a une voix d'ange apparemment, mais il est tellement timide qu'il n'ose pas chanter en public. Et il est également un petit peu handicapé, donc ça le met vraiment au second plan par rapport à Elvis qui lui a la voix, a le jeu de jambes, a la prestance et le charisme que lui n'a pas. Mais Eugène va porter son frère au devant de la scène, au devant de toutes ces paillettes, de toute la gloire que l'on connaît de ce chanteur, sans jamais prendre ombrage, sans jamais avoir de préjugés, de colère ou de rancœur au fait que ce soit Elvis et pas lui qui soit sur le devant de la scène. Donc on reprend le côté un petit peu historique avec les débuts d'Elvis, avec ses galères, avec sa famille, avec ses espèces de débuts au cinéma qui n'étaient pas bien glorieux, et toujours porté donc par le message d'Eugène qui est un personnage touchant, qui est un personnage que l'on a envie d'aider, que l'on a envie de voir avec lui que Elvis va réussir, et évidemment que l'on va être touché parce que Elvis étant mort, je ne vous spoil en rien là-dessus, c'est un peu un fait divers que tout le monde connaît, j'ai envie de dire. Et donc évidemment que on commence l'histoire en sachant la fin, parce que on connaît le tragique destin de Elvis. Et le fait qu'il y ait Eugène qui vienne porter sa voix en plus, c'est doublement tragique, j'ai envie de dire, parce que c'est terriblement touchant. La plume de l'auteur a réussi à m'emporter tant dans la version du thriller de l'an passé que là, cette fois-ci, avec ce côté un petit peu historique, musical, très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vous recommande tant Le baiser du prodige, qui est donc le thriller, que Kings, qui est donc le côté historique. J'ai également lu Le soleil sous la brume et je remercie l'autrice de me l'avoir envoyé car c'est un tout petit SP, une petite nouvelle d'appel 60 pages qui va nous parler de la condition de la femme. Et c'est très court. Donc il faut que ce soit percutant parce que le lecteur et l'auteur a très peu de temps pour que tous puissent se mettre en place et comprendre tous les tenants et aboutissants. Et moi ce qui m'a perturbée, c'est qu'il n'y avait aucun repère d'espace ou de temps en fait. On est dans un village où la femme d'un homme est décédée et qui va chercher à prendre une nouvelle épouse, et où ça va tomber sur une jeune fille qui n'a rien demandé, qui n'a pas du tout envie, mais où on lui dit tu te tais, de toute façon t'as pas le choix, tu vas devenir l'épouse de cet homme, même si vous avez presque 30 ans d'écart. Et on ne sait pas quand est-ce que ça se passe, à quelle époque, dans quelle région, dans quel pays, dans quelle ville, on ne sait absolument pas, rien n'est précisé, et c'est voulu car justement c'est très court, et on veut taper direct dans le vif du sujet sur un plaidoyer pour les femmes qui n'ont pas la parole. Donc c'est brut, c'est direct, c'est très sympa, mais donc ça m'avait un petit peu perturbée parce que manquait un petit peu de contexte parce que ça va trop vite. Et presque il faudrait que ce soit beaucoup plus long. Alors peut-être pas avec autant de contexte que je l'aurais espéré certes, mais qu'il y en ait encore toujours plus pour pouvoir porter cette voix encore plus loin avec encore plus d'appui. Mais en tout cas, c'était une belle découverte et ça va très vite. Donc laissez-vous tenter parce que pourquoi pas, je pourrais trouver une belle découverte derrière. En tout petit SP, j'ai également lu Ma victoire de Blanche Martyr, que je remercie beaucoup de m'avoir contacté pour me faire parvenir son nouveau roman, qui en plus a été publié dans une toute jeune maison d'édition qui se nomme Azoé. Donc déjà bravo à eux parce que j'ai l'impression que le monde d'édition est vraiment compliqué en ce moment. Donc si ça peut les aider, ça me fait grand plaisir de pouvoir en parler. Parce que j'aime beaucoup ce que fait Blanche Martyr, que j'ai découvert il y a quelques temps de ça déjà. Et chacun des récits que j'ai lus d'elle est vraiment incroyable par la douceur de sa plume. Elle a toujours quelque chose de très doux, de très pourtant d'actualité, de très direct,
mais c'est tellement bien écrit qu'à chaque fois on passe un excellent moment de lecture. Et ça touche profondément à chaque fois, ça fait mouche. Là en l'occurrence on est sur une jeune femme qui vit avec sa mère, qui est un petit peu tout le temps sur son dos on va dire parce qu'elle est anxieuse de ce qui pourrait arriver à sa fille, car c'est une mère célibataire qui élève sa fille seule et elle a peur de tout pour elle, qu'elle mange pas assez bien, qu'elle traverse la rue, qu'elle se fasse renverser, qu'elle ne réussisse pas dans ses études, qu'elle ne soit pas compatible avec son travail, bref. Elle a peur de tout pour elle et ça l'étouffe un petit peu sa fille. Et du fait de cette relation assez complexe mère et fille, elle sait pas trop comment réagir. Et le jour où elle va se rendre à son atelier de chorale et où elle va perdre sa voix parce que son esprit est trop empli par plein de choses, plein de questionnements et notamment cette relation mère-fille, elle va commencer à tout remettre en question et elle va se sentir de plus en plus mal, de plus en plus invisible dans un monde qui ne regarde pas spécialement les femmes, qui ne regarde pas spécialement les femmes discrètes, timides, et elle se sent un peu à peu effacée par sa famille, par ses amis, par le monde du travail, par le monde en général, et elle a besoin de changement, elle a besoin de parler à quelqu'un, mais elle ne sait pas comment faire, et elle a besoin de crier au monde qu'elle existe. Et même si c'est un texte très court, il est très touchant, très criant de vérité, et il est percutant. Et comme je vous dis, elle a une plume à chaque fois qui est tellement douce et tellement juste à la fois que moi je passe tout le temps un excellent moment de lecture. Donc si vous ne connaissez pas Blanche Martyr, franchement je vous recommande ses écrits et pourquoi pas donc découvrir en même temps cette toute nouvelle maison édition qu'est Azoé. Et enfin, le dernier spé que j'ai lu, ça nomme La caverne des oubliés. Et rien que cette couverture, ça m'attirait fortement parce qu'on sentait qu'il y allait y avoir quelque chose d'assez épique dedans. Par le mouvement des personnages, par la colorisation, par cette espèce de dragon perché en haut d'une tour là-bas, on sentait qu'il allait y avoir un côté fantasy et épique à la fois avec des beaux combats. Et on va suivre une jeune fille qui est une oubliée. Une oubliée, c'est une personne qui n'a pas de destin. Et c'est un petit peu les rebuts de la société également, parce que chaque personne ayant un destin a un but dans la vie. Et ceux qui n'ont pas de destin, il vaudrait mieux justement donc les oublier. Et elle est envoyée dans une école qui est un petit peu là pour s'occuper de ces fameux rebuts de la société, mais elle n'aime pas bien ça, elle n'a pas envie de se conformer, et elle a du mal à accepter le fait qu'elle est une oubliée. Surtout que les oubliés ont une particularité, c'est qu'ils ressentent la peur. Et la peur est quelque chose de non palpable, de non quantifiable, et qui ne savent pas comment la gérer. Ce qui fait que si vous avez peur pour X ou Y raison, cette peur peut être décuplée et vous paralyser complètement, voire vous transformer en statue. Or, les personnes qui n'ont pas de destin n'ont pas peur. Ce qui fait que ça lui donne envie d'avoir un destin, de pouvoir changer sa destinée. Et quand elle va tomber sur un livre interdit, son fameux justement destin inexistant va être complètement chamboulé et elle va aller au-delà de grandes aventures qui vont l'emmener au-delà d'une quête, d'un destin qu'elle doit rechercher à travers des combats, à travers de l'apprentissage, à travers de la magie, parce qu'on va parler également de sorcellerie, de très très chouette, de belles idées avec un côté assez dynamique, un côté avec beaucoup d'idées, un mélange de fantaisie fantastique avec de la magie, très très chouette. C'est pour un public plutôt jeunesse young adulte, mais même les adultes, je pense qu'ils vont passer un excellent moment de lecture. Et on arrive à une fin qui pourrait se suffire à elle-même comme elle pourrait être ouverte. Et j'avoue que, au vu de la fin et au vu du texte, j'ai bien envie d'une suite finalement, parce qu'il y avait beaucoup d'idées et il pourrait y avoir encore beaucoup plus derrière. C'était très chouette, l'autrice a une très belle plume qui va faire passer aux plus jeunes un très bon moment avec des quêtes épiques, abordables et des beaux messages derrière. Une très belle expérience que celle-ci. Et voilà, au niveau des romans, tout ce que j'ai pu lire. Après, j'ai lu pas mal de petits mangas, romans graphiques, BD ou autres, parce que on était, contrairement à toute attente, c'est là où j'ai moins le temps de lire.
Par contre, j'ai le temps de lire plusieurs petites BD parce que ça va beaucoup plus vite. J'ai notamment lu les 3 premiers tomes, dont je me rappelle uniquement du titre du troisième, qui est Sans honte, mais je vous mettrai les photos par ici. Et c'est très joli, j'aime beaucoup le design de ce manga qui est dans un aspect un petit peu victorien, très très chouette, un petit peu un côté steampunk aussi, et qui mélange un petit peu tout ce qui est fantasy fantastique. Parce qu'on va avoir du loup-garou, on va avoir du vampire, et on va avoir des personnages qui sont des paranaturels, c'est-à-dire qui ne sont pas des créatures fantastiques, mais ce ne sont pas non plus des humains. Notamment notre héroïne, qui elle a le pouvoir de, comme ils disent, de voler un peu les âmes, parce que quand elle touche une créature surnaturelle, eh bien elle la rend humaine, pendant un court laps de temps, et ce pouvoir est assez convoité, voire même redouté, parce que ça permettrait de faire tellement de choses mal, de rendre les créatures surnaturelles humaines, faire des expériences dessus aussi. Et ceux qui sont surnaturels, ils n'ont pas tout à fait envie de redevenir humains, donc elle va être pourchassée, tout comme adulée, dans plusieurs camps. Et le design est très chouette, et apparemment ça vient d'une série de romans que je ne connais pas, que je n'ai donc jamais lu. C'est pas mal, ça traîne un peu beaucoup trop autour de la romance, malheureusement à mon goût, et j'ai peur que ce soit encore plus exacerbé au niveau des romans, vu qu'il y a plus de place pour en parler. Mais les idées sont très chouettes, par moments il y a beaucoup peut-être d'idées, c'est un peu confus, mais au niveau du manga en tout cas c'est très visuel, très sympa, et presque au vu de la fin troisième tome, j'aurais presque vu une suite finalement, et ça a l'air d'être arrêté, alors qu'il y a plus de romans. Est-ce que ça n'a pas marché autant que c'était prévu? Je ne sais pas. Mais c'était pas mal du tout, en tout cas en manga. J'ai découvert à ma médiathèque les 2 premiers tomes d'un manga qui s'appelle Centaure, que je ne connaissais pas du tout, et qui m'avait attiré par cette couverture avec une espèce d'aspect estampe japonaise. Mais par contre, à l'intérieur, on est loin de l'estampe japonaise. C'est très noir comme expérience, parce qu'on est sur des centaures, donc, comme le titre l'indique, qui sont persécutés par les humains et dont la race cherche à être exterminée parce que justement c'est une créature qui est puissante, qui est indomptable, qui est forte et qui fait peur à l'humain, qui a envie justement d'être supérieur à lui. Donc le peu qui reste, soit il les entrave et il leur coupe les bras pour les rendre plus dociles, entre guillemets, et donc les rendre à leur merci et les traiter après comme du bétail pour pouvoir aller à la guerre ou autre, soit ils les élèvent pour leur beauté ou d'autres choses que je ne voulais pas spécialement savoir parce que pas très jolies. Et les centaures, évidemment que ils n'ont pas du tout envie d'être réduits en esclavage ou tués ou mutilés. Donc c'est la guerre entre les 2 clans, c'est très bien dessiné, c'est très sombre, tant côté humain que côté centaure, il y a du bien comme du mal, on va dire. Il y a des revirements de situation, il y a des trahisons. C'est sombre, c'est triste, c'est chouette. Mais il n'y avait que les 2 premiers tomes à ma médiathèque et je crois qu'il n'y a pas la suite. Oups. Pas mal. Je vais essayer de trouver la suite, on ne sait jamais, parce qu'en tout cas, même si c'est sombre, c'est bien dessiné et il y a des bonnes idées. J'ai également lu Holy Moly, que j'ai voulu découvrir parce que la couverture était chatoyante et magnifique. Et au niveau de l'histoire, on a l'impression d'être un peu dans le monde d'un Ghibli. Et donc c'était très chouette, avec la magie qui est adorée comme détestée. Et on va suivre 2 jeunes filles, dont une justement est fan de la magie, elle adorerait être magicienne, avoir des pouvoirs, et l'autre pas du tout, parce que quand on parle de magie, en général, on se fait arrêter et on ne revient jamais. Donc elle n'a pas tout à fait envie de parler de magie, et encore moins que sa sœur soit fan de cet objet un petit peu interdit, jusqu'au jour où ils vont tomber sur un tarot magique et où les jeunes filles vont se retrouver avec des pouvoirs. L'une évidemment super heureuse parce qu'elle se voit déjà un peu sorcière, et l'autre est terrifiée, elle ne veut surtout pas de ses pouvoirs parce que justement elle a peur d'être arrêtée et exécutée. C'est un premier tome, donc un petit peu introductif, mais très joli, avec de belles idées assez chimériques, oniriques, et donc qui se rapproche, comme je vous dis, un peu du monde de Ghibli. Pas mal du tout, mais à voir ce que peut donner la suite. En avant-dernier, j'ai lu Les Sorcières de l'île, avec cette très douce et belle découverture dont j'ai adoré les tons délicats. Et je vous ferai des inserts justement de l'intérieur parce que c'est vraiment très joli. J'ai beaucoup aimé cette histoire où on suit
2 sorcières, une jeune sorcière et une plus âgée, qui sont en charge d'une île où elles doivent essayer d'aider les habitants, la forêt, dans les tracas du quotidien pour réparer les choses, pour aider la nature et les personnes malades. Le problème, c'est qu'elles ne doivent pas rentrer en contact direct avec les humains parce qu'elles ont un côté un petit peu peur, un petit peu maudit. Ça reste une sorcière, donc elle peut être gentille comme elle peut vous lancer un mauvais sort. Et de toute façon, la loi d'un grand sorcier fait que il refuse catégoriquement que les sorciers et les humains se mêlent. Et il refuse également que les sorcières qui sont présentes sur l'île aillent à l'extérieur de cette île parce que l'île en mourrait. La vieille sorcière s'est résignée à rester donc sur l'île pour aider le peuple, mais la jeune sorcière, elle a envie de bouger, elle a envie d'explorer le monde, elle a envie de sortir, de se mêler aux humains, et ça lui est interdit tout ça. Et évidemment qu'elle va essayer de transgresser les règles et ça va pas bien se passer. C'était tellement chouette, vraiment beau comme histoire. La douceur du crayonné est très belle et nous conte une espèce de fable qui pourrait s'apparenter là aussi presque à un Ghibli. À une histoire vraiment chouette qui est parfaite pour être la douceur, la douce transition entre la fin de l'été et le début de l'automne, je trouve. Très jolie, je suis vraiment ravie d'avoir pu mettre la main dessus à ma médiathèque parce que c'était une belle expérience. De même que cette dernière BD que je vais vous présenter ici, qui s'appelle Toutes ces chansons que j'aimerais oublier, qui était tellement chouette. J'en avais entendu parler et j'étais super contente que ma médiathèque l'ait achetée et me donne l'opportunité de la pouvoir la découvrir parce que qu'est-ce que c'était bien. Déjà la couverture. J'adore le personnage principal avec ce regard un petit peu espiègle, hautain, très jeune, mais qui en même temps vous dit qu'il est supérieur. J'aime beaucoup l'ambiance qui se dégageait rien que de ce personnage, et que c'est exactement ça que l'on retrouve au niveau du personnage dans la BD, parce qu'on a affaire à un monde de fantaisie fantastique là aussi, avec ce personnage, Fernando, qui est à la fois un jeune lycéen qui fait la fête, qui adore chanter, il a un groupe de rock, il aime boire, il aime la musique, il aime faire la fête, et en même temps, c'est un ancien roi dragon d'un pays lointain, d'un pays chimérique, qui enchaîne les vies et qui est lassé justement de ses vies. Il en a trop vu. Il n'a qu'une envie, c'est de mourir et de pouvoir enfin aspirer à la paix, ce qui ne lui est pas permis. Donc il va jouer entre les deux tableaux. Quand une historienne va venir frapper aux portes du palais, il n'a pas envie de s'embêter avec elle, il a juste envie qu'elle dégage. Mais quand il va se rendre compte qu'elle cherche plus que le côté historique, qu'elle cherche plus que ce côté qu'il y a dans les livres, qu'elle a vraiment envie d'en connaître plus au niveau de l'histoire, du peuple, de ce personnage, de ces fameuses mémoires qu'il aurait, il va se dire que peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette femme qui pourrait l'empêcher d'avoir envie de mourir finalement. Et il y a le côté donc où il est un gamin un petit peu effronté, un adolescent turbulent, perturbé, mais qui se régale de pouvoir faire des chansons en rapport justement entre les deux mondes. Très très chouette. Oh là là, les idées qu'il y avait là-dedans, la colorisation, la puissance du dessin et de la mise en page. Génial. J'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai adoré suivre cette histoire, ces péripéties, et j'étais même triste d'arriver à la fin de ce one-shot parce que j'aurais voulu encore plus, qu'il soit encore plus gros ou que ça devienne presque une duologie, voire même une trilogie, parce que c'était vraiment super chouette. Les idées de l'autrice sont incroyables. Cette puissance de la musique et ce côté chimérique qu'il y a dedans qui est vraiment très chouette, mais je vous laisserai le découvrir. J'ai adoré. J'ai tout aimé. Les dessins, la colorisation, la mise en page, l'histoire. Trop bien. Franchement, une excellente découverte et j'ai adoré ce personnage que l'on a envie en même temps d'aimer et de mettre une grosse claque parce qu'il est, comme je vous dis, il est imbu de sa personne, mais en même temps il est drôle, il est triste, mais il est touchant, il est colérique, mais en même temps il a un bon fond, bref. Très très chouette. Et je pense que c'est avec cette très belle découverte que je vais clôturer ce bilan. Ceci est la fin du bilan lecture d'août avec un petit peu de juillet. Et
Est-ce qu'on a eu des lectures en commun pendant ces mois d'été? Qu'est-ce que vous avez lu? Est-ce que vous avez aimé ou non? Racontez-moi tout en commentaire. Moi, comme je vous dis, je retiens vraiment la dernière BD, toutes ces chansons que j'aimerais oublier qui étaient incroyables. C'était vraiment une superbe expérience qui, je pense, va faire partie de mon top de l'année. Bref, je vous laisse ici. Je vous souhaite d'excellentes lectures et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!